si on me le dit, je dirais que c'est corrigé. C'est déjà. Okay. C'est bien, elle joue jusqu'au bout aussi. Bien, mes chers collègues, bonsoir. Je m'excuse par avance parce que on a des nouveaux micros. Comme je ne maîtrise pas l'anglais suffisamment, je vais essayer de m'adapter. Je demande un peu d'indulgence si des fois ça ne marche pas très bien, mais il n'y a pas de raison. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Il est 18h30. Comme il est de coutume, nous allons faire l'appel. Et c'est Élise Auchard. Bonsoir à tous. Donc Francis Salabert. Présent. Virginie Blandin. Présente. Françoise Blondel. Alain Canac. Présent. Yvette Dubuc. Jean-François Leperf. Absent. Pouvoir à Madame Blandin. Et Ariane Soulier. Alain Pressaché. Denise Eudron. Christophe Had. Lorena Touna. Florian Lemaire. Arnaud Mouillard. Marie-Claude Eranval. Joël Le Soif. Céline Vivet. Jean-Michel Rasse. Présent. Élise Auchard présente. Olivier Fay. Catherine Desroires. Marie-Christine Comard. Denis Auchard. Absent pour l'instant. Saténique Buissé, absente. Pouvoir Madame Auchard. Florent Ferrand. Louis Druot. Absent. Pouvoir à Monsieur Canac. Françoise Degnaud. Absent pour l'instant. Absente Thierry- pour l'instant. Thierry Soudet. Absent. Pouvoir à Madame Taladin-Chauvel. Madame Dominique Taladin-Chauvel. William Pina. Michel Dussault. Guillaume Leprévost. Absent. Laurent Bénard. Absent. Pierre Heurtebise. Absent. Et présence de Madame Françoise Degnaud. Bien, merci. Le quorum est atteint. Nous pouvons délibérer de façon réglementaire, dont nous allons entamer l'ordre du jour. Premier point, c'est l'adoption du procès-verbal de la réunion du 17 décembre dernier. Y a-t-il des commentaires, des points qui auraient été mal retranscrits ou à revoir? Il n'y en a pas. On peut passer au vote. On va travailler notre gymnastique de fin d'après-midi. Qui est pour? Très bien, merci. Vu le nombre, pas d'abstention, pas de contre. Merci. Point suivant également, comme il est de principe, ce sont les communications. Disons que c'est l'activité entre deux conseils municipaux et surtout c'est nous permettre d'avancer au quotidien sur beaucoup de points. Y a-t-il des commentaires sur ces communications? Madame Degnaud. C'est bon ? Voilà. Oui, c'est juste un éclairage. Pardon? Sur les communications, je souhaite juste avoir un éclairage. Ouais, d'accord, dites-moi. Alors, c'est la toute première délibération de communication. Excusez-moi, il faut que je m'installe un peu. Et donc, c'est par rapport à l'étude que vous commanditez avec les subventions de petites villes de demain Oui. pour le tribunal. Et à partir du moment qu'on demande une étude, c'est qu'on a un objectif à atteindre. Quel est votre objectif par rapport au tribunal ? Bien, écoutez, Virginie Blandin va vous répondre, elle va vous éclairer, parce que vous souhaitez être éclairé, donc on va vous éclairer. Enfin, c'est moi et, bien entendu, l'ensemble de nos amis. Non, mais c'est vous qui posez la question, je vous réponds. Donc effectivement, comme vous le savez, on avait pris des délibérations pour la mise en vente selon cahier des charges du tribunal. Nous n'avons pas donné suite, vu que les propositions ne nous convenaient pas. Notamment, il y avait un avis défavorable de la commission attractivité. Et donc, comme on s'y était engagé, on a travaillé sur d'autres possibilités pour conserver le tribunal dans notre patrimoine et donc trouver une solution de réhabilitation. Mais pour confirmer cette solution, il est nécessaire de faire une étude, en fait, qui est prise en charge à 50% dans le cadre de Petites Villes de demain, pour confirmer la possibilité de réhabilitation au vu de l'état du bâtiment. Alors,
C'est une réponse partielle. Ça veut dire quoi la réhabilitation? Ça veut dire que vous voulez voir si le clos et couvert est encore bon, ou si vous voulez savoir si un projet que vous porterez peut être missé dans ce bâtiment. On a travaillé avec une association pour un projet, et effectivement, on veut s'assurer de la faisabilité en conservant l'ensemble des bâtiments, Alors, le jardin et l'annexe, en fait, l'association est dans quel domaine, s'il vous plaît? dans le logement. Dans le logement. Oui. Donc en fait, c'est pour du logement. Oui, pas que, parce que la grande salle pourrait servir à autre chose, mais il faut vérifier la faisabilité technique et économique. D'accord, ok. Une association à un but lucratif ou Non, c'est une association de but social, en fait. complètement social? Oui. Ok. Donc ça sera du logement à but social. Oui. Merci. Alors, pour votre information aussi, nous attendons, puisque l'étude est lancée, et après, évidemment, nous attendons les conclusions de la structure qui est déjà partie prenante sur le dossier, et nous reviendrons vers vous, bien évidemment, lorsque nous aurons à délibérer sur ce point. D'autres remarques? Je voudrais rajouter Oui. que c'est une opération blanche pour la ville, dans la mesure où, si cette société ne donnait pas suite, elle rembourserait la totalité de l'étude, et si elle donne suite, elle prend en charge finalement l'étude. Donc c'est simplement, en fait, une avance par la ville. Moi, la subvention quand même du département. C'est une avance, bien sûr, une avance par la ville, en fait. Ok, d'accord. Donc c'est une avance sur la ville. Elle débute quand, cette étude? Comment? Elle va débuter quand, cette étude? À partir du moment là où la décision a été actée, en fait, ça va démarrer en sachant qu'ils étaient déjà venus 3 fois sur site. Et c'est suite à ça qu'on a lancé l'étude, en fait, pour, je dirais, assurer la faisabilité technique. Oui. Donc ça veut dire que c'est imminent, ce que vous êtes en train de nous raconter là. Oui, Ok. On attend. mais les décisions après auront lieu après les élections, bien sûr. Non, mais ça, j'entends bien. Mais le démarrage de l'étude, c'est imminent. Oui. Oui, c'est Imminent ça. pour du logement social. C'est une C'est une étude de association à faisabilité but pour social. vérifier la possibilité de mettre du logement. C'est une association qui a un but social. Après, je ne sais pas vous dire si le logement sera social ou pas, ça dépendra des partenariats qu'ils feront avec. Et il y a une étude particulière sur la salle du tribunal, parce que ce serait dommage de faire du logement dans cette salle qui a quand même un côté assez intéressant architecturalement parlant. Ok. Voilà. Merci de votre précision. Il ne s'agit pas d'un bailleur social. Non. Voilà. Pas d'autres remarques sur les communications? Très très bien, merci. Nous allons passer au conseil municipal qui va être distribué sur la partie finance et après on aura un long parcours sur le personnel. Le point suivant, il s'agit du débat d'orientation budgétaire 2026. Et sans plus tarder, je passe la parole à Alain Canac qui vous présente ce débat et ce rapport d'orientation budgétaire. Bonsoir à tous, tout d'abord. Donc, le débat d'orientation budgétaire est obligatoire par la loi pour des communes de notre taille et doit avoir lieu dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget. Je rappelle que le budget sera voté le 25 février, donc nous sommes bien dans les 2 mois. Donc, ce rapport sur les orientations budgétaires est composé comme suit. Donc, on parle d'abord, donc ça je vous fais grâce de tous les détails, de l'environnement macroéconomique. On vous parle des finances publiques au général. On vous parle du projet de loi de finances 2026 avec les impacts sur les recettes, sur les dépenses, sur les collectivités, sachant que ce budget n'est toujours pas terminé, puisque l'Assemblée nationale devra encore, après qu'il passe une dernière fois au Sénat, l'Assemblée nationale devra se prononcer en définitive sur le budget 2026. Donc pour l'instant, nous avons des pistes, bien sûr, mais pas de certitude absolue quant aux dotations que nous pourrons recevoir, entre autres. Ce qui n'est pas facile pour établir un budget. Donc, après toutes ces généralités, nous passons à la situation financière de la ville et les perspectives pour 2026. Nous avons établi cette année le ROB à partir des résultats des comptes administratifs. Habituellement, nous le faisions à partir des budgets primitifs.
Nous l'avons établi cette année à partir des résultats des comptes administratifs, car c'est beaucoup plus juste au niveau des comptes, des prix qui sont proposés. Donc nous remontons à 2021 pour vous donner une petite idée, et nous avons là un CA estimé dans les dépenses de fonctionnement du budget principal à 15 556 412 € en légère baisse par rapport à l'an passé. Au budget primitif 2026, il sera proposé une inscription des dépenses réelles de fonctionnement à hauteur de 16 709 452, soit une hausse de 0,5% par rapport au crédit ouvert en 2025. Donc vous voyez que le fait de prendre les résultats est beaucoup plus précis que si l'on prend les budgets primitifs, parce qu'on est vraiment sur des comptes vrais. Donc ce qui fait une augmentation de 0,5%, qui est légèrement inférieure au taux d'inflation qui a eu lieu en 2025. Bien sûr, comme tout budget, il pourrait être ajusté en cours d'année par des décisions modificatives budgétaires. On passe aux charges à caractère général. Au niveau du CA, on a entre 2024 et 2025, je répète toujours sur le CA estimé, puisqu'il y a encore des petits ajustements de dernière minute sur les CA, avec une baisse de 3% par rapport à 2024. Ce sont des dépenses qui restent donc parfaitement maîtrisées, parce que les services veillent effectivement à une gestion rigoureuse des crédits. Si j'arrive et que je dis à la directrice des finances, il faut me donner ça à tel endroit, non, monsieur Canac, pas possible, on n'a pas les moyens. Bon, au moins c'est clair et net. Mais les conseils sont souvent très judicieux. Les charges à caractère général sont estimées cette année à 3 843 243, soit une diminution d'environ 2,4% par rapport au crédit ouvert l'an passé. Donc là encore, un effort dans la gestion. Ces baisses s'expliquent principalement par la réduction des dépenses d'énergie, qui recule de 46 300 € de budget primitif à budget primitif, et une rationalisation des crédits visant à améliorer le taux de réalisation et ajuster plus finement les enveloppes aux besoins réels. C'est ce que je vous disais, c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé à partir des comptes administratifs. Nous avons les dépenses de personnel. Donc ça, c'est effectivement un très gros morceau, puisqu'elles représentent, ces dépenses de personnel, 56% des dépenses réelles de fonctionnement. On dirait c'est beaucoup, c'est moins que dans certaines villes, et c'est ce qu'il nous faut pour faire fonctionner correctement notre collectivité. Nous avons un CA estimé aussi là à moins 1,3%, ce qui est là encore intéressant. Pour 2026, le montant des charges de personnel est estimé à 9 592 740, et là, nous avons une hausse de 3,7% par rapport aux crédits ouverts 2025. Cette hausse s'explique très facilement. L'imputation des crédits relatifs aux avantages sociaux du personnel, comprenant notamment la cotisation au Comité national d'action sociale, est 58 570 prévus pour 2026 sur ce chapitre, était auparavant sur le chapitre 65. Donc obligatoirement, ça fait une augmentation au niveau des personnels. La création de 2 postes destinés à renforcer les services en prévision de la reprise des activités du CCAS. Vous savez qu'on est en pleine mutation à ce niveau-là, on en reparlera à la fin du ROB, estimé à 51 670 €. Et une troisième chose très importante qui justifie cette hausse, la hausse du taux de cotisation CNRACL de 3 points, plus 152 000 de BP à BP. Sachant que ce n'est pas fini, puisque la totalité sera de 8% en 2028. 3% cette année, 3 encore, ou 2,5, je ne sais pas comment ce sera réparti. Voilà. Alors, on vous parle de toutes les charges de personnel, et ensuite on vous explique tous les détails, bien sûr, durée effective du travail, structure des effectifs, les emplois permanents, les contrats aidés, les contrats d'apprentissage. Je ne vais pas vous lire tout le détail, je pense que vous l'avez lu attentivement avant la réunion de conseil. Je pourrais toujours répondre à d'autres questions tout à l'heure
et concernant ce qu'est le personnel, peut-être plus encore Madame Blandin que moi-même. Vous avez les éléments de la rémunération, donc le traitement indiciaire, le supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire, le régime indemnitaire, les indemnités compensatrices de hausse de la CSG, les heures supplémentaires. Tout ça est détaillé dans ce rapport sur les orientations budgétaires. On parle ensuite, en détail donc chaque chose, et on vous parle à un moment de la prime pouvoir d'achat. Sachez que cette prime, elle était unique et qu'elle a été versée en 2024, elle n'aurait pas reporté par la suite. N'a pas eu d'impact en 2025 et pas de nouveauté en 2026, pour l'instant. Je ne sais pas ce que pourrait se passer au cours de l'année, bien évidemment. Les avantages en nature, les modifications sur les cotisations, donc j'en ai parlé tout à l'heure, la principale étant la CNRACL qui augmente de 3%. La médecine professionnelle et remboursement de rémunération, autres personnels extérieurs. Ce sont les mises à disposition du personnel de la ville auprès d'autres collectivités, mais actuellement, je crois que nous n'en avons plus. Voilà pour ce qui est des personnels. Éventuellement, y a-t-il des questions sur cette partie précise? Oui? Oui, Monsieur Canac. Alors, merci. De toute façon, il y a une rigueur au niveau de la gestion du budget qui peut être remarquée. Cependant, j'ai une petite question complémentaire. Oui. Qui est également liée, bien entendu, au CCAS, puisqu'en fait, le CCAS se scinde en deux au 1er juillet 2026. Et donc, quand il va se scinder, une partie du personnel va réintégrer donc le personnel de la ville d'Yvetot. Donc ce n'est pas tout à fait neutre, parce que si je me souviens bien, au mois de juin et septembre, on en a déjà débattu, et c'était plus d'une quarantaine de personnes. Ce qui génère quand même une masse salariale un peu conséquente, et comme vous l'avez bien remarqué, c'est quand même le premier critère qu'il faut bien piloter dans la mairie. C'est pour ça qu'on a ajouté 51 000 au budget. Quand on intègre, excusez-moi, mais quand on intègre plus de 40 personnes, au niveau de la masse salariale, ça ne fait pas 50 000. Non, mais les 40 personnes sont au CCAS pour l'instant. On parle simplement des personnels de la ville qui sont des moyens supports qui vont intervenir pendant 6 mois. Je vous parle bien que vous êtes parti sur un budget via des CA et non pas du budget primitif. Ça, j'ai bien compris. Si vous étiez parti sur les budgets primitifs, vous auriez dû prendre la nouvelle masse salariale qui va être générée en 2026. Parce qu'en 2026, au 1er juillet, si je ne me trompe pas, ça se scinde en deux et on a une partie du personnel qui revient dans le giron de la ville. Le CCAS a son propre budget. Il aura toujours son propre budget. Alors, ce n'était pas si clair dans les autres délibérations qu'on a eues au mois de juin et au mois de septembre. Alors, excusez-moi de reprendre la parole à ce moment. Je pense qu'on a délibéré sur ce point-là. Je sais bien qu'il faut revenir 100 fois sur le métier pour expliquer les choses. En pédagogie, il faut répéter, répéter, répéter. Simplement, par rapport à ça, évidemment, le CCAS restera pleinement, entièrement dans sa compétence, dans ses compétences. Là, les 51 000 qu'on propose, c'est par rapport au poste support les deux personnes qui vont venir compléter, évidemment, il y aura de la gestion. Mais le CCAS garde son identité. Ça a été clair et net. Maintenant, excusez-moi, monsieur Albert, c'était pas si net que ça. Donc aujourd'hui, vous confirmez bien que le CCAS garde une entité complètement autonome, une entité... Ça a toujours été comme ça. Non, mais associative. Non, mais on l'avait moins bien évoqué. Alors, mais peut-être que vous l'avez mal compris, c'est possible. Non, je m'en excuse. On peut reprendre les tableaux du cabinet qui avait participé et quand même il intégrait bien cette masse salariale. Non. La confusion que vous faites, c'est qu'on parlait d'un effectif qui peut venir entre 45 et 50, puisqu'encore les entretiens individuels sont en train de se produire, donc ils ne sont pas encore terminés. Vous savez qu'il y a une partie des territoriaux qui vont basculer dans la fonction publique hospitalière, et à ce titre, les deux fonctions publiques ne sont pas identiques en tout point. Bien au contraire, il nous faudra revoir certains points, mais ça c'est normal, c'est l'établissement public qui se met en route, il y aura effectivement des points à revoir. Mais ceci dit, on était sur cette fourchette-là, qu'on va affiner au fil du temps. Là, ce que je vous ai présenté ce soir, c'est par rapport au poste support. C'est pour ça qu'on a mis ces 51 000 €
qui vont nous permettre à nous d'absorber deux personnes, certainement, pour le poste support. Voilà. Alors, quand vous dites absorber, parce que là, ce n'est pas encore clair, c'est absorber au sein du CCAS ou c'est absorber au sein de la mairie pour accompagner? C'est l'organisation de l'intégration de l'ensemble des effectifs du CCS dans l'organisation mairie, même si le CCS restera autonome dans ses décisions, dans son budget, dans son fonctionnement. Mais il va falloir qu'on paye les salariés à partir du 1er juillet, donc un surcroît de travail en termes de ressources humaines, en sachant que le CCS n'a pas les mêmes accords que la ville, donc un paiement qui est différent et qu'il faut adapter. Il va falloir reprendre l'ensemble des factures et des contrats qui sont payés par les marchés publics et les finances, etc. Donc l'objectif de ces deux personnes, c'est préparer l'arrivée de l'ensemble du CCS, de la partie qui revient à la ville. Donc je vous rappelle, centre Syntex, la crèche, Oui, tout ce qui est service social. Alors, quand on parle des services qui reviennent à la ville, Oui. revient au CCAS, parce que le CCAS, vous au m'avez bien dit tout à l'heure que oui, ce n'était pas la ville. mais Donc du coup, il faut savoir ce que vous dites là. Ce qui ne sera pas dans le PMS, c'est ça que je vous dis, parce que les fonctions support, comme on vous l'a dit, partent avec le PMS. Donc à partir du 1er juillet, si on ne rajoute pas du monde aux finances, au personnel, on n'aura plus personne pour occuper ces fonctions support au sein du CCS. Donc ça veut dire l'objectif, c'est de préparer la transition et l'arrivée. Et je dirais, comme dans toute organisation, les personnels auront un rattachement dans l'organigramme mairie, mais aura toujours son conseil d'administration. Si les personnes ont un rattachement dans l'organigramme mairie, oui. Ça veut dire que la masse salariale de la mairie va se croître. Oui, mais à partir du 1er juillet. Alors pourquoi ce n'est pas visible dans le débat d'orientation Vous budgétaire? avouez à la fin, mais Alain Canac, notre adjoint en finance, n'y est pas arrivé. Vous a dit qu'on reparlerait de l'EPMS et du CCS à la fin du débat d'orientation budgétaire, parce qu'il y a tout un paragraphe et un chapitre spécifique. Alors je comme suis vous désolée, avez dû le lire en regardant le DOB. Je suis désolée, vos chiffres, ils sont insincères. Alors, parce qu'en final, on aura quand même 45 personnes qui reviendront dans le giron de la ville. il n'y a pas de fusion des budgets. Le CCAS a son budget et aura la subvention de la ville. Je sais bien, j'avais demandé des précisions justement sur ce qui rentrait en termes de recettes sur le CCAS. J'attends toujours la réponse. D'accord? Les recettes du CCAS continueront à être celles Non, mais qu'elles étaient avant. j'attendais un détail sur tout l'ensemble des Au niveau recettes. du personnel, nous n'avons prévu que 2 personnes pour l'instant, Oui, Pour la comme gestion. support, je pour l'entends aider bien. à la gestion Voilà. du CCAS. Je l'entends bien, mais ça veut bien dire à un moment donné que Mme Blandin a bien Donc, dit que le personnel Non. qui est détaché aux Capucines, au Saint-Exupéry, mais il sera bien rattaché à la ville. Mais il sera au CCAS et payé par le CCAS. Voilà. Oui, mais il sera rattaché à la ville. Dans Mais l'organigramme, l'organigramme. parce qu'il n'y aura plus de directeur du CCS, vu que le directeur ou sera à l'EPMS ou ailleurs, mais en fait, on ne récupère aucune fonction support. Donc, on ne mais laisse ça, pas j'ai du bien personnel sans un rattachement hiérarchique, et donc il y aura un rattachement hiérarchique dans l'organigramme, parce qu'il faut bien un chef Pas dans financier. un organigramme. Par Mais ça contre, le revient CCAS reste autonome financièrement. Il dans son reste fonctionnement. autonome et ça revient dans le giron de la ville au final, au total. Pas financièrement. Il a Non. toujours été communal. Ouais, Pas financièrement. Alors, Pas tout attendez, à fait. attendez. Je sais que Il ne vous faut pas a- mélanger tout. Hein. je sais que vous entretenez une confusion qui semble vous donner raison. Vous mais- l'avez donné aussi au niveau Non, du non, public. non, hein. non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai encore un peu de mémoire et je me rappelle des choses, surtout que par rapport à ce dossier-là, je rappelle que je suis le président du CCAS aussi. Par rapport à ça, on a dit et répété que là, les 2 postes qui sont proposés, c'est pour, ça vient d'être dit, pour aider à la gestion. Ça, c'est clair. Le CCAS reste toujours une identité indépendante, mais ça s'appelle le centre communal, et par rapport à ça, les personnels qui intégreront les activités dites régaliennes du CS, à savoir la petite enfance, la partie du centre Syntex et autres, ceux-là resteront CCAS. Non, mais ça, je le comprends bien, mais un CCAS Ah, mais- est intégré à la ville. Ben oui, mais on n'a pas à les compter financièrement Mais dans non. les salaires à verser par la évidemment. ville. En fait, Mais il on revient va- bien dans le giron de la ville. On va assurer une prestation de service possible, pour c'est le facile à CCS, vu qu'ils n'auront plus les effectifs pour faire, tout simplement. Et ils ne seront pas intégrés dans les effectifs de la ville. Oui, mais ça revient dans le giron de la ville. Ben, il s'appelle. Et aujourd'hui, attendez, vous semblez découvrir. Vous Non, on ne semblez. découvre pas. Mais en fait, entre ce que avait été dit au niveau de l'audit
Et ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est tant mieux si on a une autonomie du CCAS. Hein. Ça, je l'ai dit, hein, la gestion des finances a toujours été très, très étroite et bien faite. C'est pas le problème. Je passe la parole à Françoise Blondel. C'est vraiment le fait qu'il ne faut pas donner de confusion dans les esprits. Non, mais c'est vous qui l'entretenez, là, tout simplement. Non. Oui. Non, À non. dessein, je sais bien qu'un climat actuellement le permet ou le fait transpirer. Simplement, par rapport à ça, je rappelle ce qui a été dit. Vous semblez découvrir que le CCS est d'abord, ça s'appelle centre communal déjà, par définition. Le président, c'est le maire, président de droit, c'est même pas sa volonté, c'est le système du code familial, etc. Donc, pour moi, je ne vois pas où est votre interrogation, si ce n'est que d'essayer d'entretenir quelque chose qui ne semble pas tout à fait régulier. Non, c'est pas ça, parce qu'on aurait des budgets, on aurait des budgets qui seraient primitifs pour l'ensemble de la ville et après pour l'ensemble du CCAS. Ça serait quand même beaucoup plus clair. Mais non, il y aura un BP qui sera voté pas par le CCAS prochainement. Oui, mais on aura à discuter du BP, du budget primitif du CCAS. Non. C'est pas à nous de le faire. Non, c'est pas à nous de le faire, c'est aux membres qui sont bien sûr il y a un- qui sont Il y a encore au un conseil d'administration du CCAS, Bah oui. qui existe encore. Hein. Oui, le conseil d'administration du CCAS, pas nous. C'est pas pareil. On n'est quand même pas assez stupide pour oublier de prévoir le personnel s'il avait été payé par la ville. Je pense Ah non, mais bien on sûr. n'est pas stupide à ce point-là quand même. Alors, par contre, ça va m'amener une deuxième question après plus tard. Parce que les 1,1 million que vous donnez en subvention, Si vous permettez, On verra se après. maintiennent. Hein. si vous permettez, pour la clarification des débats, ne faisons pas des échanges type ping-pong. Françoise Blondel va intervenir. Merci, monsieur le maire. J'ai juste un tout petit point juridique à rappeler. Il sera simple. Effectivement, le CCAS a toujours été autonome, comme n'importe quel CCAS de France et de Navarre. Et pour cause, les mairies sont gérées par le CGCT, le Code général des collectivités territoriales, et les CCAS sont gérés par le Code des familles et de l'action sociale. Voilà. Donc ils ont un régime juridique complètement différent, et à ce titre-là, ce sont toujours des établissements autonomes. Donc il n'y a pas du tout de sujet là-dessus. Voilà, c'est tout. Très bien. Merci. On continue le rapport, s'il vous plaît. Alors nous passons après les charges de personnel, les charges de gestion courante. Au niveau du CA, nous avions une légère augmentation de 3,8% au CA estimé 2025, pour une somme donc de 3 176 000. Et les dépenses de chapitre pour l'année 2026 sont estimées à 3 53 469, soit une baisse de 4,6% par rapport aux crédits ouverts en 2025. Et là, on a tout le détail de ce qui est payé sur les charges de gestion courante. Je ne vais pas revenir dessus puisque tout est écrit dans le rapport. Ensuite, nous avons les charges financières qui sont en légère baisse aussi. Donc les charges financières, c'est-à-dire les intérêts de la dette. Les intérêts de la dette en baisse de 1,4% en 2025. La baisse observée depuis 2024 s'explique quant à elle par la réduction progressive de l'encours et par le repli des taux. L'encours de dette a baissé puisque nous n'avons pas emprunté en 2024 ni en 2025, et donc obligatoirement moins d'emprunts, moins d'intérêts. Et les taux variables se sont aussi, ont fait un petit peu de recul et ont rattrapé un taux un peu plus normal. Donc ça s'explique par ça. Ensuite, nous avons le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement que l'on porte à 1 620 000 sur le BP 2026. Ensuite, au niveau des recettes, c'est là que c'est un peu plus compliqué dans la mesure où le budget de l'État n'est toujours pas voté. Et vous savez que c'est essentiellement les dotations de l'État qui viennent nourrir, et puis les impôts bien sûr, mais qui viennent nourrir les recettes du budget de la ville. En CA, nous étions en recettes réelles de fonctionnement à plus 2,7%. On détaille ensuite produits des services du domaine, moins 1,6% de réalisé au CA. Ce chapitre regroupe notamment les droits d'inscription aux différents services mis en place par la ville. Les cantines, l'accueil aux loisirs, la galerie, produits des cimetières, etc. C'est-à-dire ce que vous avez voté en fait au mois de décembre dernier. Ce n'est pas la plus grosse part des recettes de la ville.
Au budget primitif 2026, on prévoit une inscription de 1 077 750 €. Et là aussi, la hausse résulte de l'intégration d'une recette supplémentaire liée à la mise à disposition de personnel auprès du CCAS durant le second semestre de l'année. Ce personnel qui serait mis à disposition du CCAS sera remboursé à la ville par le CCAS. Donc ce n'est même pas une dépense supplémentaire, ce sera remboursé. Comme ça se passe pour les budgets annexes, hein. On met du personnel au service des salles municipales et le budget salle municipale rembourse le personnel à la ville. Hein. Ce sera la même chose. Ensuite, nous avons les impôts et taxes. Au CA, nous avons eu une augmentation assez importante de 7,5%, mais vous savez, vous vous rappelez pourquoi, c'est que nous avons eu au niveau des rôles supplémentaires une somme exceptionnelle de 748 496 €. Je ne pense pas que nous aurons ça cette année. Hein. Ce serait beau qu'on ait ça tous les ans, mais il ne faut peut-être pas rêver quand même. Donc c'est pour ça que l'augmentation est relativement importante. Le montant prévu de la fiscalité locale 2026, donc bien sûr, c'est la taxe foncière, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et logements vacants et taxes sur les friches commerciales. L'État, normalement, je pense que c'est resté à ce niveau-là, devrait augmenter les bases de 0,8%, sachant que la ville, bien sûr, n'effectuera aucune hausse des taux communaux de fiscalité. En prenant en compte ces hypothèses, la fiscalité directe locale est estimée à 8 149 815 pour 2025. On met quand même un petit crédit de 15 000 € au titre des rôles supplémentaires parce qu'on a un petit peu chaque année des petits redressements à droite et à gauche qui arrivent, mais 15 000 € seront amplement suffisants. Ensuite, on a l'attribution de compensation de la communauté de communes, où là, bien sûr, on vous rappelle tout ce qui a été pris en charge par la communauté de communes et qui a été transféré donc par la ville. Donc l'attribution de 2026 à 1 770 445,66, je pense que c'est la même que l'an passé, puisqu'il n'y a pas eu de nouvelles compétences à la CCY. Exactement. Les fiscalités reversées, FNGIR, FPIC, etc., tout ça, ce sont une fiscalité un peu compliquée dans la mesure où ce sont souvent des péréquations. Donc il y a une enveloppe globale au niveau de l'État, bien sûr, donc que l'on ne connaît pas encore. Et ensuite, c'est une répartition entre les communes selon des critères bien précis qui peuvent nous donner, soit nous avantager une année, soit nous désavantager l'autre. Donc là encore, très difficile à prévoir. Donc on essaie de prévoir au plus juste, mais on n'est jamais sûr d'avoir exactement les chiffres que l'on souhaiterait avoir, souvent. C'est souvent plutôt des mauvaises surprises à ce niveau-là. Taxe droit de place et autres impôts. C'est donc la taxe sur l'électricité, sur la consommation finale d'électricité, ça revient à la ville. La taxe additionnelle sur les droits de mutation, ça, ce sont les ventes des biens communaux. Donc là encore, très difficile à prévoir, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a exactement de vendu. Donc ça nous arrive mensuellement. On a parfois de bonnes surprises, parfois de moins bonnes. Cette année, on prévoit 500 000. Sachant que l'an dernier, on a eu un produit de 540 000. Ce sera peut-être pareil, ce sera peut-être mieux, mais sur les recettes, il vaut mieux minorer un petit peu les recettes, parce que si on les prévoit trop fortes et qu'on ne les a pas, c'est un peu gênant. C'est une question de prudence. Ensuite, nous avons les dotations et participations. Donc là, au niveau du CA, on avait 1,5% d'augmentation. Au budget primitif, ça va poser une inscription à hauteur de 4 765 073, légèrement inférieure donc au CA estimé de 2025. La DGF, en 2025, la DGF, la dotation globale de fonctionnement, a été de 1 990 691. Cette année, nous la prévoyons à 1 980 000, légère baisse, puisque en 2023, le recensement a donné 106 habitants de moins dans la ville d'Yvetot. Donc, bien sûr, moins d'habitants, moins de dotation. Et je rappelle que cette dotation, elle est votée par l'État et que si nous avions eu le choix fait par un certain groupe de députés qui avait proposé une baisse des dotations de 20% pour l'ensemble des communes, nous aurions eu beaucoup de mal à boucler notre budget aujourd'hui.
Je ne citerai pas les noms parce que je ne veux pas faire de politique. Mais tout le monde doit comprendre ce que j'ai dit. Chacun s'y retrouvera. Je pense que ça mérite d'être dit quand même. Hein. La dotation de solidarité urbaine, que l'on envisage avec une légère progression. Chaque année jusqu'à maintenant, on ne s'est jamais trompé à ce niveau-là. J'espère que ce sera la même chose. La dotation nationale de péréquation, fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Tout ça, ce que je disais, c'est de la péréquation. Donc, on n'est jamais sûr à 100%. Déjà, les enveloppes globalement baissent. Donc, généralement, c'est toujours un peu moins d'une année sur l'autre. Les atténuations de charges, les autres produits de gestion courante, les produits financiers, les produits exceptionnels, les reprises de provisions. Les atténuations de charges comprennent principalement les indemnités journalières des agents en congé maladie. Là, je tiens à rappeler une chose, c'est que bien sûr, pour les agents en congé maladie, nous sommes assurés, mais que les assurances ne remboursent que la partie salariale. La partie cotisation sociale est toujours due par la ville. C'est-à-dire que si quelqu'un est malade longtemps et qu'il faut le remplacer, les charges sociales, on les paye deux fois. On les paye à la personne malade et on les paye à la personne embauchée. Il faut le savoir. Exactement. Alors voilà pour ce qui est du fonctionnement. Au niveau de l'investissement du budget principal, nous avons un CA estimé à 2 724 166 € de réaliser, sachant qu'il y a plus d'1 million de restes à réaliser, qui sont des crédits engagés, qui n'ont pas été réalisés en 2025, mais qui seront réalisés en 2026, voire 2027. Tout dépend du plan pluriannuel d'investissement que l'on a. En recette d'investissement, le budget primitif prévoit d'inscrire le produit de la cession de la parcelle située zone de la Plaine pour un montant de 1 666 666 €. Ça, c'est la zone de la Plaine, vous vous rappelez, puisque c'est le conseil municipal qui a attribué cette zone de la Plaine donc, à une entreprise qui va y construire des logements. Ensuite, on passe à quelque chose d'important, qui est la dette communale. On regarde toujours la dette, ce qui est normal. Budget principal et budget salle municipal. Je rappelle qu'il y a un emprunt sur le budget salle municipal, mais on globalise ici. Depuis 2022, les taux de dette d'abord ont fortement augmenté. Même si on faisait un taux fixe, il était plus élevé qu'avant 2022. Et les taux variables, évidemment, avaient un petit peu augmenté, puisque tout est fixé sur le Euribor 3 mois qui, lui, évoluait en hausse. Maintenant, je rappelle que cet Euribor évalue en territoire négatif depuis mai 2015. Ça n'est qu'en 2022, après la crise du Covid et puis tous les problèmes qu'il a pu y avoir, que l'Euribor a augmenté. Il est redevenu positif en juillet 2022. À partir d'avril 2024, cet indice a amorcé une phase de repli, puis s'est stabilisé autour de 2% depuis juin 2025. Donc, ces emprunts qui avaient assez nettement augmenté ont rebaissé un petit peu ces intérêts, ce qui expliquait ce que je vous disais tout à l'heure, une baisse assez conséquente finalement des intérêts de la dette. Vous avez un schéma avec l'évolution du taux de l'Euribor, 3 mois depuis janvier 2022. L'ensemble des emprunts souscrits à taux variable par la ville est indexé sur l'Euribor 3 mois. Donc, la dette globale au 31/12/2024 était de 10 95 438,06 €. Son taux moyen était de 2,15%. Sa durée résiduelle moyenne est de 13,41 €, et sa durée de vie moyenne est de 6 ans 83. Ça, c'est de la statistique. Donc la dette est composée de 17 produits et 2 contrats revolving, ça c'est fameux taux variables, répartis auprès de 5 établissements prêteurs. Le budget ville, 8 636 820 et le budget salle, 880 000. C'était l'emprunt qui a été fait essentiellement pour la construction de la nouvelle salle du Vieux-Moulin, pour précision. En 2025, la ville s'est désendettée de 778 617 €. Sachant qu'elle n'a pas fait de nouvel emprunt, le désendettement est vraiment intéressant. Le taux moyen de la dette est de 0,1%. L'ensemble de la dette est classé 1A sur la charte de Gisler, ce qu'on appelle la charte de bonne conduite, c'est-à-dire qu'elle ne présente
pas de risque particulier. C'est important parce que lorsque vous voulez emprunter, les banques regardent les risques qu'elles encourent, parce que bien sûr, comme on le sait, les banques ne font pas de l'altruisme, elles sont là pour gagner de l'argent. Donc si on leur propose un budget pas très fiable, elles vont hésiter à prêter. Avec les encours de dette que nous avons, il n'y a aucun problème pour que l'on puisse être aidé par les banques et faire des emprunts d'un taux assez intéressant. Sachant que, normalement, si les choses se passent comme on le souhaite, l'emprunt qui sera réalisé au niveau de 2026, au niveau budget, je dis bien au niveau budget, ressort à 950 000 €. Donc, c'est quelque chose de facilement faisable, qui laisse même une marge de sécurité, puisque on rembourse cette année un peu 900, je crois qu'on va rembourser dans les 990 000 ou quelque chose comme ça, et en principe, on prévoit que 950 000. Donc là encore, on va finalement baisser l'encours de dette. Voilà, pour ce qui est du budget, et la capacité de désendettement est estimée, si on réglait tout d'un coup, à 4 années,38, sachant que le seuil critique, très critique, c'est 13 ans. Donc heureusement, on en est loin. Ensuite, donc, non, ben ça, je crois que j'ai à peu près tout dit. On vous reparle ensuite des compétences de la communauté de communes, Histo-Normandie. Donc, je ne vais pas vous rappeler toutes les compétences de la communauté. Et la dotation donc, que nous recevons de compensation est liée aux compétences de la communauté de communes. Et on arrive, pour faire plaisir à Madame Degnaud, à la transformation du centre communal d'action sociale de la ville d'Yvetot. Alors, évidemment, on pouvait se dire, le CCAS, dans son état actuel, cessera de fonctionner au 30 juin 2026. Jusqu'à maintenant, on donnait une subvention d'1 240 000 ou quelque chose comme ça. Donc, on va faire la moitié. Ça leur suffira. Mais on réfléchit quand même un petit peu aux choses. Et c'est vrai que nous sommes dans une période transitoire. Et les périodes transitoires peuvent toujours amener des surprises, pas toujours très agréables. Pour permettre au CCAS de fonctionner normalement, sans risque, nous avons envisagé de verser quand même au CCAS une subvention de 1 100 000 €. Donc moins que l'an passé, bien sûr, mais 1 100 000 €. Sachant que nous versons ces sommes en 3 fois. S'il s'avère que le CCAS n'a pas besoin des sommes totales, eh bien, il ne sera versé que ce dont ils ont besoin. C'est une inscription, disons, pour éviter d'avoir des risques, une inscription de prudence, je dirais. Parce que quand on établit un budget, je pense qu'il faut quand même être très prudent. Ce ne sont pas notre argent, c'est l'argent des contribuables. Et nous sommes tous contribuables. Voilà, pour ce qui est de la ville. Bien, merci. Il y a les budgets annexes. Bon, pardon, il n'y a pas plus budget annexe, il n'y a pas grand-chose à dire. Les budgets salles municipales, on a un CA estimé avec une évolution de 0,6%. Donc là, les charges à caractère général restent les mêmes, l'eau, l'électricité, etc. Et on a en investissement, en recettes de fonctionnement, on a un CA estimé à 636 000. Et en investissement, on a eu 166 379 de réalité l'an dernier. C'était les principales dépenses concernaient l'espace culturel des Vikings avec la sécurisation de l'arrière-scène et le remplacement de matériel scénique. En 2026, on va remplacer du matériel d'éclairage et du matériel de sonorisation, parce que très souvent, les gens qui viennent ont du numérique, alors que nous, on est encore avec les anciens systèmes, et souvent, ça ne fonctionne pas, il faut emprunter. Voilà. Ce qui est un peu dommage,
Autant s'équiper, si on veut faire fonctionner correctement les Vikings, s'équiper d'un matériel de bonne qualité. Le budget de cette année le supporte tout à fait facilement. Voilà. Après, nous avons le budget publication, qui est un petit budget, avec résultat de fonctionnement en 2025, qui est estimé à 495 €. Vous voyez, c'est vraiment des petites sommes. Et le budget spectacle, c'est dans les mêmes veines. On a des estimations à les subventions d'équilibre. On met une subvention d'équilibre toujours, donc 112 500. Ça tourne toujours à peu près autour des mêmes sommes. Voilà, c'est ça. Et vous avez en annexe aussi le PPI, le budget principal ville, donc plan pluriannuel d'investissement. Il n'y a pas de grande nouveauté, sauf pour ce qui est de l'hôtel de ville, où nous avons ouvert un compte sur le PPI pour l'hôtel de ville, sachant qu'il y a beaucoup de travaux à faire à l'intérieur, qu'il y a le perron que l'on avait abandonné parce qu'on n'avait pas eu les moyens de le faire, mais le coût a été réactualisé et il est prévu d'être réalisé cette année. En faisant un PPI dans lequel on met les travaux de l'hôtel de ville, on pourra cette année régler le perron et dans les années suivantes, l'aménagement intérieur. Voilà. Maintenant, j'attends vos questions. Bien, merci. Merci Alain pour ce rapport très précis, didactique, qui nous éclaire évidemment sur, d'abord, ça s'appelle un rapport d'orientation budgétaire, et dans le mot orientation, on regarde ce qui va se passer ou qui pourrait se passer. Vous avez maintenant, si vous avez des questions, des précisions à demander, vous avez la parole. Merci Alain pour les précisions sur les 1,1 million. Normal. Notamment, quand on fait une scission comme ça, c'est qu'on attendait quand même, pour la ville, peut-être quelques économies à l'avenir. Alors, je ne parle pas de l'année 2026, parce que j'ai bien compris que c'était scindé en 3 possibilités. Mais est-ce que le cabinet d'audit a un peu plus affiné et de savoir quelle sera la subvention que la collectivité devra verser, bien entendu, au CCAS, donc autonome, bien entendu, mais pas tant autonome, parce qu'il a quand même besoin d'une subvention. Alors, très honnêtement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est dans une année de transition. Et il est difficile, je ne peux pas te répondre, te dire l'an prochain, vous n'aurez que telle somme à verser au CCAS. Très logiquement, il y aurait moins, puisque dans les études qui avaient été faites, si je me souviens, c'était 745 000 qui resteraient à la charge de la ville, en fait. Donc nettement moins que ce qu'on donne actuellement. Mais je ne peux pas te donner la précision comme ça aujourd'hui. Il faut voir que les choses se mettent en place, voir comment ce CCAS fonctionnera dans les 6 derniers mois de 2026, et à partir de là, on saura exactement ce que l'on peut faire en 2027. Justement, quand on prend ce type de décision politique, c'est bien pour amener un confort à la ville. Oui, et donc c'était le bien but ça que était quand même, je souhaitais effectivement, entendre, au final. Puisque la Chambre régionale des comptes avait effectivement pointé ce CCAS qui nous coûtait très cher, mais il ne faut pas dire que l'on va systématiquement économiser le 1,2 million. Il ne faut pas se leurrer quand même. De toute façon, certes, on va faire quelques économies de 500 000 €, on va dire, mais le CCAS a aussi une fonction sociale. Alors, on peut espérer effectivement quand même une contribution moins importante de la ville au niveau du CCAS. Mais il faut attendre que les choses s'affinent pour avoir vraiment les comptes précis à la fin de 2026. Alors, si vous me permettez, par rapport à cette transition du CCAS, une transition politique que nous avons décidée, je rappelle, et nous avions cette particularité, CCAS d'Yvetot, d'avoir toute cette partie du médico-social qui normalement fait l'objet d'un établissement public. L'histoire, je ne la refais pas, et d'autant plus que, je dois dire aussi, avec une certaine fierté, que grâce au CCAS, on a permis à de nombreuses familles, de nombreuses personnes qui sont atteintes soit par l'handicap, soit par l'autonomie. C'est un cycle de la vie que l'on rencontrera tous et toutes un jour. Donc je crois que par rapport aussi, on peut être fier de cette activité, de ces actions qui donnaient cette particularité à la ville d'Yvetot. Donc, évidemment, une transformation d'une telle ampleur, d'une telle envergure, va amener aussi des réflexions futures. Il est certain que nous avons fait les entretiens individuels
pour ceux qui vont basculer dans l'établissement public et qui vont transformer leur situation de fonctionnaires territoriaux en fonctionnaires hospitaliers. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les 3 fonctions publiques ne sont pas identiques à 100%. Là, je n'invente rien, malgré les efforts qui avaient été faits à l'époque, dans les années 80, sur ces points-là, mais il n'empêche qu'il y a des particularités dans les 2 structures. Donc pour cela, ce qui a été mis tout à l'heure, ce qui a été dit par Alain Canac, cette provision en quelque sorte de 1,1 million, peut-être que, et comme c'est versé en 3 fois, on verra au fil du temps de l'année 26 comment s'intègre cette subvention et quel montant on devra affiner ou pas affiner. Donc, je pense que par rapport à ça, nous avons pris collectivement cette décision à l'unanimité, je rappelle, et nous devons aussi regarder pour que tous les rouages tournent normalement dans une huile de bonne qualité. Et là, évidemment, il faudra peut-être au-delà de 6 mois et d'une année. Une transformation de ce type, le CCS, sans faire un rappel d'historique du centre d'action sociale des années 60, être arrivé, pour votre information, peut-être que les gens ne connaissent pas, on a répondu à des appels à projets et aujourd'hui au CCS, nous travaillons sur la partie du handicap rare. Je parle sous le contrôle de Françoise Blondel, qui est la vice-présidente et qui travaille tous les jours au CCS, handicap rare, et nous allons sur les Hauts-de-France. Travailler jusqu'à lui, je vous donne la parole. D'accord. Madame Taladin. Je me permets juste, je rebondis sur ce que vous avez dit. C'est juste pour une information par rapport à septembre, quand on a voté la délibération, vous avez dit que vous auriez fait un retour des entretiens que vous aviez avec les agents. Bon, soit il y a un report de 6 mois, mais pour l'instant, depuis septembre, on n'a vraiment pas eu de retour sur toutes les démarches qui ont été faites et où vous étiez engagés. Donc voilà, j'aimerais qu'on ait un minimum de retour déjà. Alors, excusez-moi. Allez-y, vous continuez. Non, on n'en avait pas rééchangé et vu qu'on parle de l'établissement, je profite juste de poser cette question. Très bien. Alors, par rapport à ça, on verra tout à l'heure, il y a eu une délibération, les effectifs de chaque structure. Simplement, les entretiens ne sont pas encore terminés parce que c'est du cas par cas. Ce qui est normal, c'est très long, c'est très long, il y a du cas par cas, dont dès qu'on aura le rapport final, on vous communiquera les entretiens, les bascules, si j'appelle ça les bascules, le statut de la fonction publique qui a cette particularité d'intégration, de mise à disposition, c'est pas vous que je vais apprendre ça, madame, par rapport à ça, mais bon, voilà, ça fait partie aussi de nos obligations de donner toutes les possibilités que prévoit le statut de la fonction publique. Je vous remercie. Le principal, c'est qu'on ait les retours comme l'engagement. Vous les aurez. Mais ils ne sont pas terminés alors. J'ai compris, ça marche, merci. François, justement, je me permets de vous une petite précision. Donc, vous avez parfaitement raison sur votre remarque. Simplement, il est vrai que ça concerne à peu près 140 fonctionnaires qui vont donc basculer vers l'hospitalier, que comme je l'avais dit, ils ont tous été reçus, tout le monde a eu une fiche d'impact par rapport à leur ancienne situation et à la nouvelle. Alors tout ça est très long, ça a pris un peu de retard. Sur les 140, j'ai eu le chiffre ce matin. On est à peu près à 120, 125 entretiens terminés. Il nous en reste une dizaine ou une douzaine. Donc quand cette dizaine sera terminée, on sera à ce moment-là en mesure effectivement de vous faire un rapport et de vous en donner les résultats. Ça a pris un peu de retard, c'est vrai. Oui, pardon. Madame Blander. Moi, je voulais juste revenir sur ce que j'ai entendu tout à l'heure. Je vous rappelle que la décision de la création de l'EPMS, on ne l'a pas fait pour faire des économies. Non, je reviens sur ce que Madame Degnaud a dit. On ne l'a pas fait pour faire des économies, mais pour avoir un service au public de meilleure qualité par la fongibilité des budgets que nous permet de faire le PMS. Donc, on espère qu'on pourra faire des optimisations. Mais le but premier, je le rappelle, c'est le service qu'on donne à nos habitants et aux utilisateurs du CCS et du futur EPMS. Et donc, si, effectivement, il y a des économies, on en sera très content. Mais la première chose, c'était avoir un meilleur service pour la population qui l'utilise
en optimisant le fonctionnement, notamment lié au CEPOM, où la fongibilité des budgets nous posait problème, vu le fonctionnement des financeurs aujourd'hui dans ce domaine-là. C'était juste un point que je voulais rajouter. On a tous été bien d'accord, parce que c'est comme ça que vous avez l'unanimité, et que j'ai félicité donc Madame Blandel par rapport au travail qu'elle a mené avec la DGS, parce qu'on était bien sur cette notion d'action sociale. Et donc là, il n'y a même pas polémique, puisqu'en fait, c'est bien ça qui nous a décidé à voter unanimement sur la transformation de l'établissement. Non, mais moi, excusez-moi, je n'y vois aucune polémique. Simplement, j'entends, et c'est normal, on est là pour débattre, on est là pour donner des explications. Et cet établissement public, je rappelle, on l'a souhaité, on l'a voté, on l'a décidé. Et je dois dire que j'en étais le premier instigateur, parce qu'on s'apercevait, et comme je disais tout à l'heure, malgré la qualité des services rendus, il nous faut l'optimiser encore, puisque ça nous permettra des souplesses de gestion que nous n'avions pas, qui nous risquaient de nous mettre, même nous, communes, en difficulté, avec la subvention que nous versons. Et à ce titre-là, je crois que la décision qui a été prise, elle va dans le bon sens. Et je rappelle un petit point. J'aime bien rappeler un peu l'histoire des choses. Dans les années 60, déjà, nos prédécesseurs, déjà, demandaient la création d'établissements publics. Vous voyez que l'accouchement a été un peu difficile, mais il doit donner un beau bébé cependant. Voilà, j'allais rebondir sur cet aspect-là, parce qu'en fait, on aurait pu le faire un peu plus tôt, mais il est fait. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Revenons au rapport. Y a-t-il encore des questions ? S'il n'y a plus de questions, nous allons passer au vote, car le rapport doit être voté maintenant depuis quelques années. Donc, qui approuve les termes de ce rapport ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport a été approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Merci pour la qualité de ces échanges. Point suivant, on va travailler sur la partie travaux. Et Madame... la première adjointe, Virginie Blandin, a toute une série à vous présenter, travaux personnels, etc. Sur la délibération suivante, c'est l'autorisation d'une signature d'une convention relative à la gestion des poteaux d'arrêt pour l'exploitation du réseau de transport urbain Wikibus entre la communauté de communes Yvetot-Normandie et la ville. Donc effectivement, comme vous le savez, la communauté de communes a la compétence mobilité. Elle a décidé de donner l'exploitation de son réseau de transport public urbain à un délégataire de services publics. Donc vous avez vu, on a une 50aine d'arrêts sur le territoire. Et en tant que ville, nous sommes gestionnaires de la voirie et nous avons le pouvoir de police de la circulation et du stationnement. Donc c'est nous qui assurons la mise à disposition du domaine public pour l'implantation des poteaux d'arrêt, le marquage au sol des arrêts, la mise en accessibilité des arrêts et la remise en état des lieux en cas de pause ou de retrait d'arrêt. Donc suite à ça, la communauté de communes nous a sollicité pour définir les modalités de cette mise à disposition et de gestion et d'entretien des poteaux d'arrêt du réseau de transport urbain Wikibus. Donc, vous avez vu dans la convention qui est en annexe, dans l'article 7, il y a les engagements de la ville. Comme c'est du service public, on vous propose d'autoriser à titre gratuit l'occupation des emprises foncières qui nécessitent l'implantation des poteaux d'arrêt, d'assurer le marquage au sol, la mise en accessibilité des points d'arrêt, réaliser, entretenir les cheminements d'accès et traversées de chaussée aux abords des points d'arrêt, respecter bien sûr la signalisation et informer la communauté de communes s'il y a des travaux ou des sinistres qui empêcheraient le bon fonctionnement du réseau avec un détournement du cheminement. Ensuite, vous avez les engagements de la communauté de communes qui, elle, fournit et entretient les poteaux. Donc, ce qui vous est proposé, c'est d'autoriser monsieur le maire à signer la convention ainsi que tous les documents qui seraient la suite ou la conséquence de la délibération, les éventuels avenants en lien, et puis prendre toutes les décisions sur cette thématique. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Non ? Je propose de passer au vote dans ce cas-là. Y a-t-il des contre ? Des abstentions ? Adopté, je vous remercie. Délibération suivante. Autorisation de signature de la convention d'occupation du domaine public, encore, entre la ville d'Yvetot et le syndicat
mixte d'eau et assainissement du co-central. À ce titre-là, je ne participerai pas au vote. En tant que président de la structure, je ne participerai pas au vote. Mais Madame Blandin va vous présenter la délibération. Ce soir, je suis dans le confort, puisque mes collègues adjoints présentent pratiquement l'ensemble du conseil municipal. C'est très très bien. Donc effectivement, comme vous l'avez peut-être entendu, le SMEAC souhaite installer un dispositif de terrain relevé de l'ensemble des compteurs. Et pour ce faire, ils ont retenu un système avec des émetteurs qui sont placés directement sur le compteur d'eau des clients. Et il leur faut des passerelles qui sont les récepteurs techniques qui doivent être installés en hauteur, par exemple sur des toits, et qui permettent de récolter l'ensemble des données transmises par les émetteurs de tous les compteurs d'eau. Donc l'objectif de cette convention qui vous est proposée, c'est de signer une convention d'occupation à titre gratuit et pour une durée de 12 ans avec reconduction tacite de l'implantation de ces récepteurs qui permettront le confort aux usagers de la télérelève, en sachant que les lieux sont à définir conjointement après étude, parce qu'il faut une étude technique par le SMEAC pour vérifier quels seront les points les plus adaptés pour cette télérelève en fonction des quartiers et des hauteurs de bâtiments surtout. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette convention ? Non ? Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Délibération suivante, merci. Autorisation de signature d'une convention relative à l'usage des supports des réseaux publics de distribution d'électricité, basse tension, aérienne, pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communication électronique avec Enedis et Yellow. Donc, c'est dans le cadre du déploiement d'un réseau de communication électronique sur notre territoire par technologie filaire sur ligne électrique aérienne. Et donc, il faut signer une convention tripartite entre Enedis, le distributeur, Yellow, qui est l'opérateur, et la ville, pour permettre l'installation de ces équipements de communication électronique sur, en gros, les fils électriques aériens. Bien sûr, la convention, là, on n'est pas, comme tout à l'heure, sur un service public. Donc, dans ces cas-là, la convention n'est pas à titre gratuit, elle est payante, avec des tarifs qui vous sont présentés dans la convention. Un tarif de droit d'usage Enedis de 62,97 € hors taxe par support pour 20 ans. La redevance d'utilisation à la ville de 31,48 € hors taxe par support pour 20 ans. Et une actualisation sur l'index TP12. C'est une convention prévue pour 20 ans. Sans tacite reconduction. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Non. Je propose de passer au vote dans ce cas-là. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté, je vous remercie. Merci. Délibération suivante, une autorisation de signature d'une convention de raccordement direct au réseau public de distribution basse tension avec installation de production photovoltaïque au service technique 3 rue de l'Enfer. Donc vous savez que sur la toiture du bâtiment administratif des services techniques, il y a 59 panneaux voltaïques. Donc maintenant, c'est la convention qui nous permettra le raccordement direct au réseau public de distribution basse tension. Et donc, cette demande, elle concerne l'alimentation principale d'une installation pour le site de production des services techniques et de l'aménagement pour une puissance de raccordement en injection de 20 kVA. Et cette installation sera raccordée sur le comptage existant d'une puissance de raccordement en soutirage de 192 kVA, ce qui exonère la ville en fait de créer un nouveau comptage, ce qui fait qu'il n'y a pas de contribution financière pour ce raccordement, mais ça nous permettra de réinjecter dans le réseau le surplus d'électricité qui sera produit. Il y aura une convention plus tard sur les conditions de achat-revente. En fait, ce sera une convention ensuite, une fois que le raccordement aura été fait, que le consuel sera passé. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Non. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des contre ? Des abstentions ? Adopté, je vous remercie. Merci. Cela démontre aussi notre volonté, notamment par rapport aux services techniques et les locaux,
de les doter les moyens les plus performants possibles. Délibération suivante. Rapport annuel, ça c'est quelque chose qui revient tous les ans. Hein. D'abord, ça s'appelle le rapport annuel de cession et acquisition immobilière de la ville pour l'année 25. Donc, c'est le récapitulatif, comme tous les ans, de tout ce qu'on a voté en acquisition ou en vente sur l'année. Donc, c'est juste un état des lieux avec une prise d'acte. Donc, en acquisition immobilière, donc le 8 janvier 2025, une voirie et un bassin de gestion des eaux pluviales pour une superficie de 3329 m² à la résidence des Ormes. Le 11 mars, une voirie et un bassin de gestion des eaux pluviales pour une superficie totale de 3343 m², 6 rue des Champs, dans le cadre des rétrocessions dans le domaine public. Et en cession immobilière, vous avez le 3 janvier un terrain, un bâtiment et un château d'eau pour une superficie totale de 1528 m², rue des Champs, au syndicat mixte d'eau et d'assainissement du Co-Central. Le 14 janvier, une voirie à l'éclotère 1er pour une superficie totale de 398 m² pour la SCI Ficha. Le 27 juin, des terrains situés en bordure de la voie ferrée pour une superficie totale de 5 975 m² à la SCI Camille Léon pour la société AFA. Le 17 septembre, un terrain pour une superficie totale de 315 m² à la société Tournier en bord de chemin de fer. Le 19 septembre, un bâtiment à usage commercial et les droits de la copropriété de l'îlot 9B pour une superficie totale de 41 m² à monsieur et madame Leclerc Didier. Et à la même date, un bâtiment à usage commercial et les droits de propriété de la copropriété de l'îlot 9B pour une superficie totale de 82 m² à la société Hangar Voyage. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Bon, c'est une simple prise d'acte. Il s'agit d'une prise d'acte. Voilà. Merci. Là, on va attaquer la partie personnelle communale. Il y a plusieurs délibérations. Premier point, modification numéro 1 du tableau des effectifs. Là aussi, ça va revenir au cours du mandat et au cours de l'année à des modifications, puisque les effectifs bougent évidemment au cours de l'année. Virginie Blandin. Donc c'est un sujet dont on avait déjà parlé l'année dernière. On a eu 2 départs en retraite au 1er janvier pour lesquels on avait lancé des recrutements. Le premier poste, c'est un agent de restauration au service vie de la collectivité, qui est un poste à temps complet, donc retraite au 1er janvier. On a bien sûr lancé un recrutement, ça y est, la personne est recrutée. C'est un agent de la collectivité qui est titulaire du grade d'adjoint technique, mais qui travaillait chez nous à temps non complet. Donc, il vous est proposé de supprimer un poste d'adjoint technique principal de première classe à temps complet, qui était le grade de la personne en retraite, et de mettre à la place un poste d'adjoint technique à temps complet, qui est le grade de la personne qui est recrutée. Ensuite, pour le deuxième poste, un poste d'agent chargé de propreté et d'hygiène et surveillant de cantine, toujours au service vie de la collectivité, donc une prise de retraite au 1er janvier. Donc, on avait lancé un recrutement aussi. Et donc, nous avons trouvé un candidat. Ce sera un recrutement direct sans concours sur le grade d'adjoint technique de catégorie C avec une échelle de rémunération C1. Et donc, on vous propose de remplacer le poste d'adjoint technique principal de première classe à temps complet par un poste d'adjoint technique à temps complet. Ensuite, au service à la population, il y avait un poste d'agent d'état civil qui a été laissé vacant, si vous vous souvenez, suite au décès de l'agent. On a réorganisé le service et donc ça a créé un besoin à l'accueil et au titre d'identité. Donc on a lancé une procédure de recrutement qui est maintenant terminée. La personne recrutée, c'est un agent de notre collectivité, mais qui était titulaire d'un grade d'adjoint d'animation principale de 2e classe. Et donc il sera nommé sur le poste par voie d'intégration directe dans le poste d'adjoint administratif principal de 2e classe. Donc, c'est de supprimer le poste d'adjoint administratif principal de 1re classe par un poste d'adjoint administratif principal de 2e classe. Bien sûr, dans les postes que je vous présente, quand c'est quelqu'un de la collectivité, il y aura forcément des recrutements à venir pour remplacer les postes qu'ils occupaient. Et le dernier
la dernière modification pour ce tableau des effectifs, c'est pour le service commande publique, où on avait un poste vacant aussi lié à un décès dans la collectivité. Donc on a lancé la procédure de recrutement et là ce sera une mutation, donc un fonctionnaire qui venait d'une autre collectivité qui prendra ses fonctions le 15 février 2026. Et donc on vous propose de supprimer un poste de rédacteur principal de 2e classe à temps complet, de créer à la place un poste de rédacteur à temps complet pour correspondre au grade de la personne recrutée. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? Je vous propose de passer au vote dans ces cas-là. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Adopté, je vous remercie. Très bien, merci. Toujours dans le cadre du personnel communal, la revalorisation d'un agent contractuel en CDI. Toujours Madame Blander. Effectivement, on a quelques personnels contractuels en CDI et nous devons réévaluer au moins tous les 3 ans les cas de ces personnels au vu des résultats des entretiens professionnels annuels et de l'évolution des fonctions. Donc, l'agent concerné a été actuellement sur le 6e échelon du grade d'ingénieur. Et pour suivre, je dirais, l'évolution normale de la carrière, on vous propose qu'il puisse passer au 7e échelon, en fait, l'équivalent du 7e échelon. Donc ça ferait un indice brut à 697, un indice majoré 583 à compter du 1er mars. C'est l'évolution, je dirais, classique de sa carrière s'il avait été fonctionnaire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Bon, on passe au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie pour lui. Merci. Délibération suivante. Création d'un emploi non permanent d'adjoint d'animation pour l'accroissement temporaire d'activité au service accueil de loisirs. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vu qu'on a quelqu'un qui était au centre de loisirs, qui a été recruté pour le poste d'accueil titre d'identité. Vous savez qu'on a des taux d'encadrement obligatoires. Et donc, pour ce faire, on a besoin de recruter pour remplacer. Donc, ce qu'on vous propose pour nous laisser le temps de recruter, de faire un processus correct de recrutement, c'est de prendre là un agent contractuel en accroissement d'activité pour finir l'année scolaire, en fait. Et donc, pour une durée maximale de 6 mois à compter du 1er février, pour effectuer l'ensemble des tâches qui étaient effectuées par l'agent précédemment, donc effectuer ces actions en parfaite adéquation avec le projet éducatif et le projet pédagogique de l'accueil de loisirs, aider à l'élaboration du projet pédagogique de l'accueil de loisirs en rapport avec son public, animer les différents temps d'accueil des enfants, donc la garderie du matin, l'aide aux devoirs ou la garderie du soir, bien sûr assurer la sécurité physique, morale et affective de son public, respecter l'ensemble des réglementations, préparer, conduire des projets d'animation, participer à l'élaboration du programme d'activité des vacances, des séjours et au bilan, garantir une communication constructive au sein de l'équipe, les animations, les sorties, être à l'écoute des enfants, bien sûr, et des parents, et assurer le lien entre l'accueil de loisirs et les différents partenaires sur des projets ponctuels. Il y a bien sûr l'animation le midi dans le cadre des TAP dans les écoles primaires. Il y a toute la partie gestion du matériel pédagogique et les courses associées à un certain nombre d'activités. Et puis l'assistante des animateurs dans les préparations administratives de leurs projets. Donc, on vous propose donc, pour pouvoir passer cette période, de créer un emploi non permanent relevant du grade d'adjoint d'animation pour assurer les fonctions d'animateur de l'accueil de loisirs pour une durée maximale de 6 mois à compter du 1er février 2026, pour la rémunération fixée à l'indice brut 367, l'indice majoré 370
6 à laquelle s'ajoutent les suppléments et les indemnités qui sont en vigueur dans la collectivité, et d'inscrire les budgets associés pour pouvoir payer ces dépenses. Est-ce que vous avez des questions? Non. Dans ces cas-là, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des contre, des abstentions? Adopté, je vous remercie. Merci. Délibération suivante, la création d'un comité social territorial commun, local, entre la ville d'Yvetot, le CCAS de la ville d'Yvetot et de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail, qu'on appelle aujourd'hui, avant ça s'appelait CHSCT, maintenant c'est 3FCT. On change souvent de cycle, et c'est pas sûr d'ailleurs qu'on ne revienne pas au cycle antérieur, mais au cycle, on ne sait jamais. On a changé plusieurs fois de nom déjà, je pense qu'on est parti pour. Mais bon, ça ne change rien sur le fond, bien évidemment. Dans un souci de bonne gestion, il semble cohérent de disposer d'un comité social territorial commun, compétent pour la commune d'Yvetot, le CS de la ville, considérant que des effectifs des agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public et de droit privé remplissent les conditions pour être électeurs au CST, comité social territorial, au 1er janvier 26. Pour information, quelques chiffres qui sont intéressants. Sur le personnel ville d'Yvetot, 194. Le CS d'Yvetot, 450 agents, dont 220 agents de la fonction publique territoriale, ce que je disais un peu tout à l'heure, avec une projection d'environ 50 agents restants au sein du CS, qui a été dit un peu tout à l'heure lors du rapport. Et nous aurons, au 1er juillet, soit plus de 50 agents permettant la création d'un comité social territorial, puisque les conditions sont requises. Ce qui est important déjà, c'est de rappeler cette volonté commune que nous avons dans un souci de bonne gestion et de cohérence surtout, c'est d'avoir un comité social territorial. Ça permet encore, je dirais, dans les rouages que nous mettrons en place entre les deux structures, d'être encore plus affinés, plus tournés et mieux huilés. Excusez-moi si j'emploie souvent le mot huile ce soir, mais dans les rouages, souvent, on met de l'huile. Alors, je ne vous dirai pas quelle huile on mettra, mais simplement, on essaiera de trouver l'huile qui a le meilleur ingrédient pour que les rouages tournent bien. Donc voilà, par rapport à cela. Donc, créer ce comité social territorial commun, et le CCS à Yvetot, avec l'utilisation en son sein d'une formation spécialisée qui répond à ce que j'appelle tout ce qui est partie santé, sécurité, etc. Évidemment, par rapport à cela, il nous faudra attendre, pour la répartition des sièges, il nous faudra attendre le résultat des élections qui vont avoir lieu en fin d'année 2026 pour la répartition des sièges, et en fonction des résultats, il y a des sièges, c'est à la proportionnelle aussi, donc savoir telle structure attend, telle structure attend. Et voilà, c'est déjà, je dirais, les prémices de travailler en commun, puisque si pendant quelques années on a oublié d'en parler, le CS reste quand même, et je le répète souvent avec force, c'est le bras social de la ville quand même, puisque toutes les actions, l'action sociale est menée par le CCS, entre autres. Certes, il y a d'autres actions sociales qu'on retrouve dans le sport, qu'on retrouve dans la culture, tous ces points-là, mais le bras social reste quand même le CCS. Voilà, c'était simplement cette répartition qui pourrait intervenir par rapport au siège. 80% de sièges pour la commune et 20% pour le CCS. C'est un service qui va permettre aussi de fonctionner et être cohérent dans la décision que nous avons prise. Des remarques ? Juste, en fait, on n'arrive jamais à voir le chiffre précis du nombre de personnes qui va rester au CCS. Je ne les ai pas encore. C'est vrai, hein, depuis le mois de juin, septembre, voilà, on a toujours tourné autour. Évidemment, quand tous les entretiens seront terminés, Françoise peut répondre, oui. On aura évidemment plus de précision. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, c'est vrai, je l'ai précisé tout à l'heure, il reste à peu près une douzaine d'entretiens à terminer et je m'engage ce soir au prochain conseil municipal. Pardon, à vous donner le résultat, si j'ose dire. Voilà, comme ça on saura exactement au prochain conseil municipal, je pourrai vous donner les chiffres définitifs. Et comme... Question subsidiaire, Françoise, s'il y a moins de 50 personnes, le CST... en fait, il n'y aura pas de souci parce que si on le fait commun,
Ça permet en fait, parce que Oui, s'il y voilà. a moins de 50 personnes et que Ça. le CCAS reste seul, ce serait un CST géré au niveau du centre de gestion. Voilà. Et l'objectif, c'est pas de gérer que les personnels CCAS soient gérés par un CST au niveau du centre de gestion, c'est qu'en se réunissant avec la ville d'Yvetot, quoi qu'il arrive et quel que soit le nombre, on a un CST commun, ils seront gérés par des représentants locaux et pas par ceux du centre de gestion qui connaissent pas forcément l'activité locale en fait des personnels. Et l'objectif, c'est d'éviter cette problématique en fonction du nombre, parce que s'ils étaient moins de 50, ce serait par défaut Voilà, c'est ça. le centre de gestion. Voilà. Et on veut éviter cette problématique en disant, après tout, on sera tout le monde sur le même organigramme, autant que ce soit les représentants élus des organisations syndicales qui soient locales, qui prennent la défense des salariés locaux. Ça, c'est- Pour clarifier. Non, mais par rapport à cela, il est vrai que tant que nous n'avons pas toutes les certitudes, on ne peut pas se permettre, parce qu'après, toutes les supputations peuvent en découler, simplement. Comme j'ai rappelé tout à l'heure, il y a ce souci de cohérence quand même, et de volonté politique que nous avons pris. Est-ce qu'on aurait pu le décaler d'un conseil? Comment? Est-ce qu'on aurait pu mettre cette délibération-là dans un conseil ultérieur? On n'a pas tous les chiffres. En fait, ça change. En fait, on valide un principe. Ouais. Donc le principe, c'est de dire on veut faire un CST commun pour que les personnels qui soient de la ville ou du CCS soient traités de la même façon et défendus de la même façon, avec des gens qui communément vont avoir des accords qui soient cohérents. Parce qu'aujourd'hui, on a des accords CCS, on a des accords ville avec des avantages qui sont différents entre les personnels. L'objectif, c'est qu'à un moment, des personnels qui travaillent pour la même population, pour les mêmes choses, puissent être défendus ensemble. Et c'est une délibération de principe où on dit, au vu de la répartition moyenne des effectifs, et ce qui est à peu près le ratio, on propose 80% de représentants qui soient de la ville, 20% du CCS. Il y aura une délibération plus tard dans l'année qui devra être prise après négociation avec les organisations syndicales pour définir combien de membres de chaque collège seront désignés. Aujourd'hui, c'est 5 de mémoire. Il y a 5 représentants des organisations syndicales, 5 représentants de la collectivité. Ça, aujourd'hui, ce n'est pas dans la délibération. Là, on valide vraiment le principe de ce CST commun avec la répartition des représentants, et ça se mettra en place, je dirais, plus tard. Mais c'est aussi pour montrer à nos personnels avec qui on est en train de faire les entretiens qu'on a une vraie volonté que tous les personnels, qu'ils soient de la ville ou du CCS, soient traités d'une façon équitable en fait dans l'organisation. En fait, globale. voilà, c'est la question, elle est temporelle. On aurait pu le reculer, enfin le mettre au mois de février. Il me semble qu'il y a quand même encore quelques conseils municipaux. On va pas jouer il n'y aura sur... pas plus d'informations. On ne va pas jouer sur la temporalité. Ce qui est important, qui vient d'être rappelé, ce qui est important, c'est que nous décidons de mettre en place cette structure qui va donner tous les éléments. Et après, comme j'ai dit tout à l'heure, évidemment, la répartition se fera aussi suite aux résultats des élections professionnelles qui auront lieu au cours de l'année, en fin d'année 26. Voilà. Et à partir de là, évidemment, tout se mettra en place. Là, c'est on rappelait principe, prémisse, enfin tout ce que vous souhaitez comme vocable. Simplement, s'il y a cette volonté affirmée, et je pense que aussi, par rapport à ça, nous avons fait un grand pas social, un grand pas aussi pour un équilibre des personnels, pour qu'on puisse avoir un ensemble cohérent. Merci. Juste ajouter, François, que cette décision, enfin tout ce que vient de présenter Virginie, c'est aussi du côté du CCS, c'était une demande très forte de nos représentants du personnel. Actuellement, c'est moi qui préside les CST, et en CST, ça a été vraiment une demande importante et complètement légitime de nos représentants. Donc voilà, je crois que ça aussi, je tenais à le souligner, parce que vous savez qu'il y a un dialogue social au sein du CCS auquel on tient beaucoup et qui actuellement est peut-être encore plus, je ne vais pas dire plus important, mais en tout cas qui, au vu de cette transition, demande aussi du temps, des discussions. Mais je peux vous assurer que là, on répond aussi, en plus des arguments que Virginie
vient d'annoncer. On répond aussi à une forte demande de nos représentants. Alors c'est très intéressant qu'on ait ce débat, parce qu'il y aura encore plus de résonance en ayant ce débat et en donnant plus de côté plus clair au final à la délibération. Là, on comprend mieux l'objectif de cette délibération. Non, mais il faut savoir. C'est une discussion qu'on a aussi eue en commission. Oui, mais tout le monde n'était pas, mais... Tout le monde n'est pas à la commission sociale. Non, mais de toute façon... Non, c'était en commission personnelle communale. Mais moi, je ne sais pas la commission personnelle communale. Mais sachez que c'est une discussion qu'on a eue en commission. De toute façon, par rapport à ça, on ne néglige jamais la richesse des débats, bien au contraire, ce qui nous fait avancer tous et toutes par rapport à ça. Le conseil municipal, l'ordre du jour, est terminé. Excusez-moi, il faut faire voter, excusez-moi. Je reviens à la case de départ. Vous savez, le CS, c'est quelque chose, c'est comme un premier amour, on y revient toujours par rapport à cela. Par rapport à ça, qui est favorable à la création de ce comité social territorial commun? Très bien, merci. Les contre, les abstentions, je ne vois pas, merci. Donc, l'ordre du jour est terminé, simplement, puisque encore le mois de janvier est aussi un mois de vœux. Je vous souhaite à toutes et à tous, parce que je les ai rencontrés dans différentes structures, tous mes vœux pour vous, vos proches, vos familles, santé, prospérité, tout ce que vous souhaitez. Et aussi, puisque c'est le conseil municipal, je nous souhaite des bons vœux 2026. Merci.